Bon, je vous propose qu'on démarre. Il y a quelques retardataires qui vont arriver. Donc, très heureuse de vous recevoir ce soir. Donc, nous accueillons Adrien Castillo, ancien étudiant. J'insiste parce que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on l'a invité, même si on s'intéresse à ce qu'il fait. Mais donc, cette invitation, c'est un peu dans le cadre du programme Makila Makita. Les étudiants le savent, mais je répète, c'est important. C'est un dispositif qui est soutenu par le ministère de la Culture et qui nous permet d'organiser pas mal d'actions, d'événements avec cet axe très important dans notre pédagogie et qui devient une obligation, même si elle paraît naturelle, de ce qu'on appelle la professionnalisation. Bien entendu, ça fait bien longtemps qu'on s'en occupait, mais c'est vrai que ça nous permet d'être nous aussi plus précis dans nos invitations dans un programme. Donc précisément dans cette question d'inviter les anciens étudiants, c'est surtout la question de vous montrer des parcours, des chemins, sachant qu'on vous le répète, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de parcours spécifique, ou c'est à vous de les inventer, vous le savez bien, et que c'est un peu au gré des rencontres, au gré des expériences que ça se fabrique, ça se construit. Et ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de vous rassurer. Donc, Adrien, tu as ordre de les rassurer. Je ne sais pas si... voilà, pour montrer que les choses se font naturellement, qu'il faut être juste un peu à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de ses problématiques personnelles, je dirais dans tous les paramètres, hein, à quel endroit on est heureux, est-ce que c'est seul, est-ce que c'est en équipe, est-ce qu'on a besoin d'être rassuré dans des contrats, est-ce qu'on est capable d'être autonome et qu'on se fait confiance, etc., etc. Donc on avait invité, cette année vous avez eu la chance de rencontrer, c'est pour vous montrer un peu la diversité des profils, Maya Duverdier qui nous avait présenté son film à la Talente. Après, on vous a présenté, enfin Cécile Bestelan est venue présenter son travail, donc qui est céramiste à Lisbonne, au Portugal. Voilà. Et donc ce soir, c'est à Adrien. On est très heureux que tu aies accepté cette invitation. On sait que ton planning est très chargé. Et voilà, donc je ne raconte pas ton parcours parce que j'imagine que tu vas le faire. Je vais pas mal en parler, oui. Ouais. Et pour nous, c'est un parcours exemplaire et un parcours, je dirais, qui correspond au projet d'établissement pour plein de raisons, entre la question des partenariats de nos voisins à Biarritz, donc bienvenue à nos anciens voisins, enfin je dis anciens parce qu'ils sont retraités, mais on a travaillé des longues années ensemble du BTS audiovisuel. On continue à travailler avec eux, bien entendu. Et il y a aussi un choc peut-être une coïncidence avec une rencontre avec des artistes invités. Donc ça aussi, c'est quand même le cœur de notre pédagogie aussi, faire des invitations à des artistes pour vous permettre de comprendre ce que c'est que le milieu et puis voilà, de commencer à se construire un réseau. Alors quand ça va jusqu'à le milieu professionnel, c'est plus, mais voilà. Alors, juste, je rappelle qu'il y aura un temps d'échange après la présentation d'Adrien. Et je voulais vous rappeler la conférence avec Francis Salé le jeudi 3 avril. Donc, je ne sais pas compter, dans 15 ou 3 semaines. Je ne sais plus compter, je ne sais plus quand est-ce qu'on est dans 15 jours. Et vous rappelez aussi ou vous informer. Donc, on a 3 vernissages qui vont arriver très vite aussi. Donc ça, c'est un moment important aussi pour nous. C'est l'hommage qu'on fait à Dominique Berthomé, notre ancien directeur des Beaux-Arts de l'École d'Art de Bayonne. Donc il y a 3 temps d'inauguration qui vont arriver assez vite. Donc le jeudi 10 avril, un premier temps à 17h30 à la station V, en face de l'office de tourisme. Un deuxième temps un peu officiel de l'ouverture de ces grands moments pour nous à 19h ici à la Cité des Arts. Et un troisième temps le lendemain, le vendredi, à Anglette, à la galerie Georges Pompidou et à la Villa Béatrice Hénéa, à 18h30. Voilà, donc une exposition hommage où on va dire l'axe pédagogique
de tout ce que Dominique Berthomé a apporté aux uns et aux autres, donc beaucoup de témoignages, d'accrochage aussi à la Cité des Arts, et puis le côté plus professionnalisant justement à Anguette, où 24 artistes qui ont côtoyé Dominique, qui sont aujourd'hui professionnels, exposent leur œuvre artistique, sachant que justement, et ça correspond un peu à ce que vous faites en sortant des écoles, il y a des grande diversité de propositions artistiques, voilà, qui vont du film d'animation au volume, au dessin. Il y a des designers, des graphistes, etc. Voilà, donc bonne conférence et à tout à l'heure. Merci Delphine. Merci de m'avoir invité. Donc pour cette présentation, rapidement, donc moi je suis intermittent du spectacle. Donc je suis accessoiriste, sculpteur, régisseur plateau, un petit peu tout ça en même temps. Donc j'ai découpé la présentation en 3-4 parties qui représentent un peu qui sont plus à voir comme des parties qui se passent en parallèle, qui se répondent. Et pour rebondir sur le côté virage à 180 degrés, ne pas hésiter à se perdre en chemin, ça a commencé même avant l'école, puisque contrairement à d'autres gens, j'étais assez vite persuadé de ce que je voulais faire, puisque dès 12-13 ans, je me suis dit je veux faire du cinéma, je veux faire des vidéos, raconter des histoires. Donc j'ai tout orienté dans ce sens-là. J'ai fait des cours périscolaires, j'ai fait la section audiovisuelle au lycée. J'ai fait un BTS audiovisuel option montage avec l'idée après quand même de faire une école, mais en tout cas pour faire de la vidéo. Et puis évidemment, en rentrant aux Beaux-Arts, j'ai fait un bon virage. Donc on va commencer avec ce premier travail. Et donc le point de départ de ce qui m'a animé pendant tous les Beaux-Arts et ce qui a continué pas mal après, c'est cette collection d'objets que j'avais commencé quand j'étais jeune, qui était une collection d'objets voilà, banals, un peu dérisoires, que je gardais parce qu'ils me rappelaient un souvenir, un lieu, une personne. Et donc, à travers cet objet-là, cette collection, j'avais fait une première vidéo autour de la question de la mémoire, dont je n'étais pas spécialement satisfait. Et puis, en 3e année, j'ai donc eu les artistes invités comme vous. Et en l'occurrence, cette année-là, c'était Sophie Pérez et Xavier Boussiron, donc, qui faisait partie de la compagnie du ZEREP, donc, qui est une compagnie de théâtre. Et donc, à travers ce workshop, on a travaillé la performance au sens large. Et donc, je suis reparti de ce travail-là pour présenter une première performance. Donc, je vais vous montrer un petit extrait direct. Donc, en fait, c'est ma première tente que j'ai achetée pour les fêtes de village. Et parmi ces fêtes de village, il y en a une qui me revient un peu en tête maintenant, quoi. C'était à Bidaraï, en fait, c'était dans un champ, enfin le camping était dans un champ un peu en cul. Et on commence à faire apéro. La soirée commence super bien et tout. Et en fait, à un moment donné, la nuit tombe et forcément, quand on boit, d'un moment, on a envie de pisser. Donc, du coup, je remonte un peu le champ. Il y a une barrière avec un arbre et tout, un truc assez discret. Et en fait, un mois avant, je m'étais tordu la cheville en allant au BTS. J'ai pas fait gaffe à l'escalier qui était. Les marches ne se terminaient pas au même niveau, du coup je me suis tordu la cheville et j'étais presque gavé. Et là en fait je vois pas un trou et je me retors la cheville et je suis arrêté pour un mois à nouveau.
Du coup, j'ai passé toute la soirée dans la tente à mettre des glaçons sur la cheville. Bon, je suis désolé, le son n'est pas très bon. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment bien entendu, mais en gros, donc j'ai fait cette installation qui est la collection d'objets que j'avais. Et donc, un peu en improvisation, j'ai déambulé dans cette installation et je prenais un objet au hasard et je racontais le souvenir qui était associé. Et comme on peut le voir aussi, je prenais d'autres accessoires qui faisaient partie de la collection et je me travestissais avec. Et donc, voilà, je déambulais au sein de cette collection-là. Et donc, alors, comme je disais un peu tout à l'heure, j'avais jamais imaginé faire de la performance. J'avais jamais imaginé faire de la performance et donc ça a un peu tout chamboulé mon travail. Et c'est donc ce travail-là de personnage qui se raconte des souvenirs, qui est dans son monde. Je l'ai continué durant le reste du workshop, sur les différentes semaines. Donc là, par exemple, c'était une réinterprétation du radeau de la Méduse. Ici, c'était l'enterrement d'un de nos profs, puisque chaque semaine, il y avait un thème de la semaine. Donc là, en l'occurrence, c'était l'enterrement de Vincent Labaume. Et donc, au fur et à mesure de ce workshop, en partant de quelque chose de très singulier, donc des expériences qui m'étaient propres, j'ai peu à peu un peu complexifié, on va dire, le discours de ces personnages-là, en y ajoutant quelque chose qui était plus fictif, issu d'une culture plus générale. Donc j'ai intégré des citations de films que je m'ai réappropriées, des choses de l'histoire de l'art. Et donc j'ai continué comme ça à créer des sortes de doubles, un peu à qui il arrivait toujours des galères, avec évidemment la question du coup du costume, de l'installation, l'utilisation des accessoires. Et donc c'est un travail que j'ai continué à faire quand je suis parti à Nantes. Donc ça c'est la première performance que j'ai faite vraiment en solo, à part la première dont je vous ai montré, puisque tous les autres, il y avait eu un travail collectif, de groupe. Donc là, il fallait que je me remobilise un petit peu au niveau de la dynamique. Et donc là, c'était dans le cadre d'un festival de performance à Nantes, donc avec des vrais artistes, des artistes confirmés, professionnels. Par exemple, il y avait Joël Hubot, Esther Ferrer, donc des gens qui étaient quand même assez confirmés sur la scène de la performance. Donc moi, j'avais fait cette performance qui était une sorte de voiture un peu conceptuelle de toutes les choses qu'on se trimballe, comme une sorte de métaphore un peu de ce qui allait arriver juste avant le... Bon, voilà, ça c'est les costumes que j'avais fait avant. Comme une sorte de métaphore de ce qui allait arriver en sortant de l'école, quoi. Donc, on allait partir dans le grand bain et on ne savait pas trop où on allait. Donc sur l'histoire de cette performance-là, il y avait toujours le lieu où... Le moment où se passait la performance était assez important, puisque c'était en fonction de ce que je vivais que je décrivais ces choses-là. Voilà, ça c'est celle du diplôme. Donc c'était sportif d'un dimanche. Et donc il y avait l'idée de sculpture aussi que je commençais à fabriquer et que j'activais pendant ces performances. Où je partais du principe que j'aimais bien l'idée d'avoir une installation dans un état A et puis à l'issue de la performance d'arriver dans un autre état. Donc là c'est pour une performance qui a eu lieu à Bruxelles et on est en 2017. Donc on est 3-4 ans après la première performance que je vous ai montrée. Donc je vais vous remontrer un extrait pour voir l'évolution ou pas.
c'est pas forcément un problème de répartie, c'est plutôt un problème de timing. C'est-à-dire que, par exemple, quand on vous donne une joute, on vous lance une joute verbale, le réflexe est de contre-attaquer direct. Sauf que moi, ça vient pas. Et j'ai rien à dire, c'est le cerveau tout vide. Et il faut plutôt en fait que je descende d'une espèce d'escalier virtuel. Et c'est une fois en bas que je sais quoi répondre. Sauf que forcément, le sujet de conversation a changé. Et donc il faut que je remonte pour resuivre le fil de la conversation. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Diderot. Et ça peut être un peu gênant, surtout dans notre domaine, par exemple. Voilà, il y a tout ce beau monde. Il y a des amis, il y a des artistes, il y a d'autres gens. Et puis à un moment donné, forcément, on en vient à discuter d'art ou pas, de conceptualiser, de réfléchir, d'avoir un avis, d'avoir une pensée. Et c'est important, du coup, c'est très bien, hein, c'est important de savoir quoi dire, quoi. Sauf que, comme je le disais, moi je me retrouve plutôt dans cette espèce de position de plante verte où je ne sais pas quoi dire. Donc je descends les escaliers, je remonte, je redescends, je remonte en fonction des sujets, si bien que je passe ma soirée à descendre et à monter les escaliers. Et alors de temps en temps, j'ai quand même le bon timing, mais c'est quand même assez rare, quoi. Souvent, je fais quand même plutôt du décor. Donc ça c'est, donc comme je disais, une des dernières perfs que j'ai faites. Et donc l'idée que j'avais développée à l'époque, c'était vraiment de faire des doubles maladroits, un peu bancals, avec l'idée de l'humour qui était assez présent, des associations d'idées, des jeux de mots, et des personnages comme ça qui vivaient, genre, comme si c'était un personnage qui vivait différentes aventures, genre Adrien est dans l'escalier, Adrien fait naufrage, Adrien va se remettre au sport, quelque chose comme ça, et où il était un peu bloqué dans son monde et dans des sortes de petits problèmes qui peuvent lui arriver. Et donc j'ai continué comme ça un petit peu encore. Donc ça c'était lors d'une expo sur Bernard Ménez, parce qu'il y avait du coup la question du burlesque où j'avais pas mal travaillé ça. Donc Jacques Tati, les films de Jacques Rosier, Hulot, Charlie, enfin voilà, Buster Keaton, toutes ces choses-là. Et on en arrive à vraiment la dernière performance que j'ai faite, donc qui était à l'inauguration de Canal en 2018 à Bruxelles, donc sur une invitation de la compagnie de Zereb qui faisait une programmation là-bas. Et donc il y avait un peu une sorte de pression ou d'appréhension en tout cas, puisque c'était la première fois qu'ils revoyaient le travail depuis le workshop, donc forcément il y avait un petit challenge. Et puis voilà, j'étais dans une situation où j'allais me retrouver, enfin je présentais un travail devant des gens qui n'avaient jamais vu mon travail et qui étaient pas du tout initiés qui n'avaient aucun contexte sur ce que j'avais développé. Et donc je me suis pris littéralement un mur, c'est-à-dire que j'ai découvert le vrai monde. Et j'ai fait un bide. Donc si je vous en parle, c'est parce que je pense que on peut être tous confrontés à ça. Et après, voilà, même à l'issue de ça, j'en ai discuté avec d'autres artistes. Ça arrive même à des gens qui ont fait 20 ans ou 30 ans de carrière. Puis à un moment donné, il y a un petit grain de sable dans la mécanique et ça flanche. Et puis aussi, c'est pour ça que je vous ai montré le deuxième extrait, c'est parce qu'entre le premier et le deuxième, alors il y a un peu plus d'assurance sur le deuxième, mais finalement la forme, elle n'avait pas spécialement changé. Et il y avait aussi la question, voilà, quand on a trouvé une forme, comment on fait pour pas qu'elle s'essouffle, pour rebondir, pour la faire évoluer. Ce que j'ai pas complètement réussi. Et donc voilà, à l'issue de cette performance-là, j'ai un peu mis en stand-by l'histoire de la performance, mais par contre,
tout l'aspect accessoires, décors, enfin costumes, tout ce que j'avais commencé à développer dans le côté fabrication qui m'intéressait, j'ai continué de le faire à travers, de manière plus professionnelle. Donc, ce que je vais commencer à vous expliquer dans cette deuxième partie. Donc là, on revient un petit peu en arrière. Donc, je suis à la sortie des. Donc la performance d'avant, c'était en 2018. Là, je suis en sortie de diplôme de Beaux-Arts de Nantes, donc en 2015. Et donc, par cet intérêt que j'avais de fabrication des accessoires, dans ma pratique, j'ai voulu m'orienter un petit peu vers les métiers de la décoration. Donc, j'ai fait un premier stage dans une émission de télé qui s'appelle On n'est pas que des cobayes, avec lesquels j'ai travaillé quelques mois après. Bon, au-delà de la question artistique ou quoi, en tout cas, ça a permis de me faire les premières armes et de commencer à développer un réseau. Donc voilà, comment faire les premières armes en menuiserie, en soudure, en peinture, enfin des choses un peu adaptées au décor. Monter un décor avec les contraintes de timing, de budget, parce que c'était une émission qui était faite en flux tendu. Donc sur la première semaine, on préparait et on tournait une émission, et puis la semaine d'après, on tournait l'émission qu'on avait préparée avant, etc. etc. Donc avec l'achat d'accessoires, la préparation d'expériences, tester, comment faire quand l'expérience qu'on veut faire ne marche pas. Donc à l'issue de ça, j'ai assisté Bertrand Dezoteux, qui est un plasticien qui fait de la vidéo, qui a fait pas mal de vidéos 3D, mais aussi qui a fait des films en prise de vue. Et donc là, c'était un projet issu d'une expérience scientifique qui s'appelait Mars 500, où l'agence spatiale russe a simulé enfermé 6 mecs dans un espèce de module, et ils ont simulé un voyage sur Mars. Et donc, ces 6 personnes-là étaient enfermées pendant 500 jours, et donc ils n'avaient pas grand-chose à faire. Et ce qui était intéressant avec ce projet, c'était l'esthétique qui était à l'opposé de ce que la NASA nous renvoyait avec l'aspect ultra-futuriste. Et là, on était dans un chalet. Donc moi, vis-à-vis de ce projet-là, ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'est un travail de 8 mois, puis un travail de maquette, de travailler à une différente échelle. Avec Bertrand, on a appris à fabriquer des marionnettes. Donc ça développe encore de nouvelles techniques. Travailler le carton, qui est assez intéressant comme matériau. Réaliser tous les petits objets, trouver la bonne échelle. L'aspect aussi qui plaise à Bertrand. Et puis la réalisation du film derrière aussi, avec des marionnettistes. Donc à l'issue de ces quelques premières expériences dans le monde de la déco, j'ai eu envie de me spécialiser un peu plus dans les techniques de fabrication d'accessoires. Donc j'ai fait une formation de 2 mois au CFPTS, qui est un centre de formation pour les techniciens du spectacle. Et donc j'ai appris vraiment là tous les matériaux à travers cette formation, les techniques de moulage, différents matériaux de tirage, que ce soit les mousses polyuréthane, les résines, la sculpture sur polystyrène, avoir les techniques de base qui permettent après de travailler efficacement et de pouvoir répondre rapidement à une commande. Ce que j'ai pu mettre en application, par exemple, avec ce masque pour un spectacle. Et puis du coup, j'ai commencé vraiment à développer ce travail d'accessoires pour différents prestataires. Donc là, c'était pour un court-métrage où ils voulaient à la fois un masque qui fonde et en même temps un masque qui puisse se tenir pour ses prises. Donc il a fallu fabriquer 2 types de masques, trouver les 2 matériaux qui puissent correspondre et puis réaliser une patine qui fasse illusion dans les 2 cas. Donc là, il y a un masque qui est réalisé en plastiline, qui est une sorte de cire, je ne sais pas si vous connaissez le modelage, et l'autre est en latex. Donc ça, c'est le travail. C'est un travail que j'ai fait pour la chaîne YouTube de PlayStation France. Et ce qui est intéressant avec ce métier, donc, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que en fait, chaque nouveau projet, c'est un peu un nouveau challenge, puisqu'il y a une nouvelle proposition, il y a des nouvelles techniques à trouver, des nouveaux matériaux à tester. Et donc là, ils voulaient faire des socles pour
pour les différents éléments différents modules de PlayStation. Et donc il a fallu que je moule mes mains et que j'utilise un matériau qui s'appelle l'alginate. Et donc que j'appréhende ce matériau pour éviter de faire des grumeaux, avoir un tirage propre, parce qu'il voulait quelque chose de très, très léché, très... Donc ça c'est une petite anecdote, mais c'est pour ramener des choses plus pragmatiques, c'est-à-dire que quand on sort d'école où on a peut-être eu plus l'habitude d'avoir un espace pour travailler, qu'on débarque surtout principalement dans une grande ville qui a des contraintes financières, qu'il faut trouver du boulot pour bosser, et c'est pas toujours facile d'avoir un atelier. Donc comme beaucoup de gens, j'ai commencé par construire des trucs dans mon salon avant de réussir à choper un atelier. Donc ensuite j'ai continué avec... j'ai travaillé pour un musée des arts et métiers, donc là où il y a encore d'autres problématiques. Donc là c'était un atelier pédagogique sur la question des mesures et des poids. Donc il fallait réaliser des objets qui pèsent un certain poids, parce que par exemple il fallait 1 kilo de pommes de terre, ou une livre 500 grammes de beurre, une livre de je sais plus quoi. Et donc il faut pareil tester le matériau, faire des essais, comment trouver la parade pour bidouiller tout ça. Et puis l'aspect réalisme, donc on n'est pas encore sur du Gilles Barbier, mais c'était assez marrant à faire. Donc ça c'est toujours pour le musée des arts et métiers, des sculptures en polystyrène pour un atelier, et c'était d'après les images des fantasmagories de Robertson, issues des collections du musée. Donc. Voilà, ça c'était pour un projet Claudia Triozzi, donc ça montre vraiment qu'il y a une variété de... C'est ça qui est intéressant dans ce métier, en fait, c'est la variété des techniques, en fait, où chaque projet, on travaille toutes les techniques, tous les matériaux, et c'est assez chouette, quoi. Et à chaque fois, il faut trouver de nouveaux problèmes, de nouvelles solutions aux problèmes. Donc j'en ai pas trop parlé, la première fois, mais donc à force de travailler différents projets, d'être de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'expérience, je sais aussi à peu près ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est vrai que moi, le côté un peu plus sculpture m'intéressait. Le côté, le modelage, la taille, les matériaux comme le plâtre, ce genre de choses. Et donc j'ai refait une deuxième formation, parce qu'en étant intermittent du spectacle, alors ça existe pour les artistes-auteurs aussi, donc bon, vous êtes encore en formation, donc c'est pas trop d'actu, mais c'est bon à savoir parce que dans certains métiers, et puis même je pense que c'est assez chouette de pouvoir d'avoir en tête l'idée qu'on peut se former à des choses spécifiques tout au long de sa vie. Et donc je me suis reformé au compagnon pendant 2 mois au staff. Donc le staff, c'est un mélange de plâtre et de filasse. Et c'est ce qui sert à faire, donc, comme vous voyez là, tout ce qui est ornementation, décor. Et ce qui a été un bon complément par rapport aux techniques que j'avais déjà pour application dans des décors. Alors même si pour des questions de budget, ça sera plus utilisé dans le cinéma ou dans l'opéra. Mais voilà, par exemple, ça c'est un projet que je fais pour un particulier en ce moment, où j'ai pu mettre en application qui est une sorte de blason, et qui est, sans cette formation, ça aurait été plus compliqué de le mettre en place, d'avoir quelque chose de propre et de terminé. Et ça, c'est juste pour montrer l'aspect artisanal à la fois du staffeur, avec donc le profilé en zinc qui permet de faire la forme qu'on veut, et puis en même temps ce métier-là, l'accessoiriste qui est assez chouette, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de bidouiller, de détourner des objets, de détourner des pratiques, et détourner des accessoires, ce que j'avais commencé un petit peu à faire, ce que je faisais déjà dans ma pratique avant, quoi. Donc ça, c'est vraiment le dernier gros projet que j'ai réalisé début 2024, l'année dernière, qui était pour une compagnie de théâtre, une compagnie de danse, qui s'appelle la compagnie Lapkin. Donc c'était un spectacle pour enfants. Et là,
la problématique que j'avais un peu par rapport à avant, c'est qu'au lieu d'avoir un interlocuteur vraiment avec qui discuter, j'en avais deux. C'est-à-dire qu'il y avait Jacques Julien, qui est un artiste sculpteur, qui travaillait comme scénographe pour la première fois, qui avait ses contraintes et son idée en tête, et puis la chorégraphe qui avait, elle, ses contraintes aussi et son idée en tête. Et donc, en l'occurrence, les contraintes de la chorégraphe, c'était que ça soit facilement manipulable par les danseuses, que ça soit suffisamment léger, pas trop fragile. Comme c'était un spectacle pour enfants, elles étaient encore plus attentives à ces questions-là, mais les questions de sécurité, comme la question de l'inifugation, donc que ça soit anti-feu. Et Jacques, lui, il fallait que ça soit cohérent avec son travail de plasticien par ailleurs, et puisqu'il voulait exposer ces sculptures-là dans des galeries. Et donc il fallait un aspect très lisse, avec une finition propre. Donc ça a demandé pas mal de tests, pas mal de recherches. Donc au début on était parti sur de la mousse polyuréthane et du latex. Mais, pour des questions de budget, pour que ça soit inifugé, c'était pas possible. Et puis l'aspect de finition n'était pas non plus intéressant pour Jacques. Donc au final on est reparti sur le polystyrène et la résine acrylique stratifiée. Et après enduit, donc c'est un truc qui est assez long pour avoir quelque chose de fin, c'est-à-dire qu'on enduit avec le tissu de verre, ensuite on ponce, on renduit, on ponce, on renduit, on ponce. Donc c'était un travail assez répétitif, mais dont le résultat est assez chouette. Et c'était surtout le plus gros projet que j'avais eu à faire jusqu'à présent, puisque auparavant j'étais vraiment sur de l'accessoire. Alors il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'un accessoire, qu'est-ce qu'un décor? Donc accessoire, a priori, c'est ce qui se manipule, puis le décor, c'est ce qui ne se bouge pas ou ce qui est plus gros, ce qu'on ne peut pas porter à deux ou comme ça. Bon, bah là, on est un peu dans les deux. Et donc ça avait complètement envahi mon atelier. Et donc voilà, c'était une sorte de jeu de construction où au début, il y a une sorte de tas, comme vous avez vu tout au début, puis à la fin, les animaux apparaissent, prennent forme. Donc ça, c'était un peu le travail accessoiriste, enfin la partie un peu accessoiriste. Donc comme je disais au début, c'est vraiment quelque chose, tout ça se passe un peu en parallèle. Et puis, je ne sais pas si c'est assez clair, mais il y a des choses qui se répondent, c'est-à-dire qu'il y avait il y a des choses que j'ai développées quand j'étais aux Beaux-Arts, qui répondent là, dans le côté recherche d'accessoires, la déambulation dans les magasins, trouver le bon accessoire, côté de fabrication. Et donc là, on arrive à la compagnie du ZEREP, dont j'avais un petit peu abordé la question pendant le workshop, et donc qui a été créé par Sophie Pérez en 1998, donc qui existe depuis 25 ans, et avec qui j'avais gardé un peu contact comme ça de loin, mais voilà, je les tenais au courant de ce que je faisais quand j'avais passé le diplôme, puis à Nantes aussi. Et puis un jour, en allant voir un spectacle avec d'anciens camarades, elle nous dit qu'elle cherche un régisseur plateau. Et donc je lui renvoie un mail en lui disant écoute, moi ça m'intéresse de faire la régie, parce que je savais que voilà, c'est une compagnie c'est une compagnie de théâtre, vraiment qui fait du théâtre, mais qui fait aussi des performances, donc qui travaille avec des centres chorégraphiques, qui travaille avec des centres d'art, qui est exposé au centre Pompidou, par exemple, dans différents lieux. Donc c'est vraiment une compagnie qui brasse, qui a un spectre large, et qui utilise beaucoup d'accessoires, beaucoup de masques, de costumes. Et donc je savais qu'en allant avec eux, en travaillant avec eux, il y avait une proximité dans la forme et puis dans les thèmes aussi, avec la manière de travailler, la question du rire, qui m'était assez proche. Donc j'ai commencé, le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé avec eux, c'est Babarman. Donc il y a un spectacle qui a un concept assez génial, c'est-à-dire qu'ils ont construit un chapiteau sur le plateau, où il y avait le spectacle pour enfants qui se passait à l'intérieur, et à l'extérieur de ce chapiteau, il y avait le spectacle, c'était les coulisses du spectacle pour enfants, pour les adultes.
Et donc il y avait ce jeu entre ce que les parents ne peuvent pas voir du spectacle pour enfants et ce qu'ils ont devant les yeux et s'imaginer le pire. Donc moi je suis arrivé dans ce travail-là où j'ai dû apprendre tout sur le tas. Donc j'ai découvert le théâtre, le fonctionnement d'un spectacle, le montage. J'ai appris le montage, comment monter un décor, démonter, les déplacements de décors pendant le jeu. Donc là, en l'occurrence, sur spectacle, j'étais surtout dans le petit chapiteau et je faisais les changements de décor masqués. J'apparaissais masqué pour faire les changements de décor. La question de la mise, puisque c'est une compagnie qui travaille sur 1 an pour faire un spectacle. Donc chaque mois, ils font une semaine de répétition. Donc ils achètent des objets, des accessoires. Et puis ils travaillent comme ça en improvisation. Puis petit à petit, le spectacle se fige. Donc chaque comédien a vraiment son accessoire, sa perruque, et au fur et à mesure de l'avancement des répétitions, et les emplacements pour qu'ils puissent se changer et tout se calent aussi. Donc il y a une sorte d'organisation à avoir pour bien placer les objets là où ils sont pendant le jeu. Donc ça, c'est le deuxième spectacle sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est Purge Baby Purge, donc qui est d'après un spectacle de Feydeau. Donc vraiment sur ces premiers spectacles-là, j'étais vraiment sur de la régie, sur de la régie plateau, sur la découverte du métier de régisseur et de la gestion des accessoires. Donc ça, c'est le troisième spectacle, c'est Les Chauves-souris du volcan. Donc là, l'œil que vous voyez en fond, voilà, ici on le voit mieux, c'est vraiment le premier objet que j'ai fabriqué pour le ZEREP, puisque tout part d'une maquette. Donc vraiment, Sophie, elle travaille vraiment chaque spectacle est réalisé en maquette, à l'échelle 1/33e, et donc ce qui permet après de passer les différents éléments de la maquette aux sculpteurs, aux ateliers de décor. Et en l'occurrence là, pour cet œil, je devais voir avec un atelier d'imprimerie pour le faire tirer en format réel. Sauf que l'image de base était de 100 pixels par 100 pixels. Donc, et le format final faisait 1m80 par 1m60. Donc il faut trouver un système pour recréer. Donc j'ai pris mon œil en photo, je me suis mis du mascara et puis j'ai fait un petit montage Photoshop. Donc ce que j'ai peut-être pas... Oui, là c'est moi qui manipule, donc c'est un truc aussi qui apparaît, que j'ai fait de plus en plus dans les spectacles, c'est de faire des centres d'apparition masqués quand il y avait des choses à manipuler ou des personnages à faire, des personnages secondaires, ce qui est assez marrant à faire. Donc ça c'est la meringue du souterrain, donc c'est l'avant-dernier spectacle qui avait été créé pendant le Covid, qui était sur qu'est-ce que serait du théâtre brut, parce qu'on sait ce qu'est l'art brut. Donc qu'est-ce que serait du théâtre brut et donc comment vu que ça se passait dans des salles vides, la scénographie envahissait toute la salle. Donc on va le voir un peu après. Voilà, là, donc dans les gradins, il y avait des sculptures comme ça qui ont été fabriquées par nous. Et donc à chaque fois, il faut réinstaller, réadapter en fonction de la salle. Donc il y a presque une sorte de travail, montage d'expo, on va dire, où il faut regarder la salle, comment elle est, l'espace, la configuration des gradins. Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a 2 escaliers qui coupent le gradin comme ici. Est-ce que l'entrée du public se fait par le haut, par le bas, pour que ce soit harmonieux quand le public rentre, puisque c'était au début du spectacle que c'était surtout important.
Et sur ce spectacle-là, j'ai commencé à développer on va dire, les missions que j'avais pour cette compagnie. Donc là, il y a eu de plus en plus une sorte de suivi un peu de scénographie, où il a fallu trouver des fournisseurs pour la moquette, s'occuper du lino, donc la forme de faux bois, là, du faux parquet, créer l'image, sur quel support on l'imprime, les questions pragmatiques, comment on fait pour le fixer sur la moquette, est-ce qu'on découpe la moquette pour l'intégrer dedans, parce que voilà, c'est des choses qui vont être démontées, remontées plusieurs dizaines de fois. Donc il faut que ça tienne, il faut que ça tienne dans le temps, il faut que ça tienne au stockage. Voilà, c'est toutes des questions qui se posent en amont. Et pour ce spectacle-là aussi, j'ai fabriqué donc les deux éléments, les deux sculptures que vous voyez au premier plan, l'espèce de pierre colorée orange et verte. Et donc ça, c'est pareil, il a fallu... Donc on est parti de cette maquette-là, et puis on est allé voir le premier fournisseur avec qui ils avaient travaillé pour faire déjà des éléments en plastique. Et puis en fait, comme là, il y avait une seule pierre de chaque affaire, ça coûtait trop cher de faire faire un positif, et puis ensuite de le faire thermoformer pour une seule fois. Donc en discutant avec le prestataire et Sophie et tout ça, on en est arrivé à détourner un peu la technique de thermoformage, donc qui est chauffer d'une plaque de plastique pour la modeler. Et donc j'ai fabriqué, moi, une structure en carton avec la forme de la pierre en argile, que j'ai laissé un peu sécher. Voilà, ça c'est la deuxième. Et puis ensuite, avec le décapeur thermique, je suis venu chauffer le plastique, et puis le contraindre comme ça à prendre la forme, vraiment modeler le plastique. Donc je suis parti d'une plaque de 2 mètres 20 par 1,60 m, et avec l'aide de serre-joint, petit à petit, on arrive à modeler le plastique pour lui faire prendre la forme qu'on veut. Et ensuite, on découpe tout pour ébavurer. Et voilà. Donc ça, c'est le dernier spectacle de la compagnie. La Vengeance est un plat, qui est un spectacle issu d'une pièce de Shakespeare, donc Titus Andronicus, qui était sa première pièce. Donc comme à chaque fois avec le ZEREP, quand ils adaptent une pièce déjà existante, en général, ça va au-delà de ça. Donc, et donc là, pour ce travail-là, c'était la première fois, moi, que j'étais aussi présent sur parce qu'on a travaillé avec un atelier de décor, donc la MC93 à Bobigny, qui sont occupés de construire ce temple. Et donc il a fallu un peu faire le relais entre ce que Sophie avait réalisé en maquette, et puis être sûr que il y a une sorte de suivi, faire un suivi de chantier, c'est-à-dire que ça colle bien à l'idée de la maquette et à la forme de la maquette. Ce qui a été un peu compliqué en vrai. Puisque l'aspect final n'était pas complètement satisfaisant pour Sophie, notamment en termes de... Là, par exemple, c'est les espèces de tortilles, de boudins que vous voyez sur le côté, qui étaient censés représenter une sorte d'intestin de boyau, convenait pas vraiment à Sophie, ni la patine générale. Donc, on les a recouverts avec des petits insectes que j'ai modelés. Donc ça c'est pareil, Sophie là pour le coup avait une idée, avait pas fait de plan, c'était pas dans la maquette, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien. Donc j'ai fait un premier croquis, une proposition, parce qu'on parlait toujours des mouches. Bon, là on est un peu loin de la mouche, mais la première version on appelait ça les mouches. Et donc j'ai fait un premier croquis de mouche qui était trop réaliste par rapport à ce qu'elle voulait. Donc j'ai fait un deuxième aspect qui était un peu plus menaçant. Puis au fur et à mesure, on en est arrivé à cette version-là, qui est un mix de différents insectes.
Donc un des aspects accessoiristes aussi qu'on aborde un petit peu sur certains projets, qui est assez intéressant d'aborder, c'est le côté un peu effets spéciaux, donc les effets de fumée, les effets de slime, donc qui est une espèce de pâte gluante, j'imagine que vous connaissez, mais dont est très friand le ZEREP, et dont il faut... Donc, la recette originelle était composée de borax, et donc à l'époque c'était assez facile d'en trouver, et elle tenait dans le temps, enfin, c'était probablement un truc bien toxique. Et au fur et à mesure, par les contraintes sanitaires, le produit n'a pas arrêté d'évoluer. Ce qui bien, alors c'était pas sur ce spectacle-là, c'était sur la meringue, mais on s'est retrouvé où on achetait de la slime et en fait, au bout de 24 heures, ça devenait de la flotte, quoi. Et donc, on s'est un peu pris la tête. J'ai passé des heures à essayer de trouver la recette parfaite. Malheureusement, je n'ai pas réussi encore à la trouver, mais je ne désespère pas. Mais au final, on a trouvé un fournisseur qui a bien plus de bouteilles que moi, qui a une recette secrète, et donc on se fournit chez lui pour l'instant. Et ou la question du faux sang. Donc là, il fallait faire un effet un peu grand guignol, où il découpe, où elle se fait découper les mains, parce que c'est une pièce, donc là, cette pièce-là, Titus Andronicus, la pièce d'origine, c'est vraiment une pièce où ils sont un peu à l'ancienne, donc ils sont tous violés, ils sont tous déchiquetés, ils sont tous tués, et donc il y avait cette scène-là qui était un peu qui était dans la logique. Donc il a fallu créer un système de projection de sang, et puis trouver le faux sang, trouver la bonne recette de faux sang, qui ne tâche pas les costumes, qui ne soit pas trop glissant, pas trop collant, puisqu'il restait un spectacle derrière. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on peut farfouiller Internet, on peut farfouiller en anglais. J'ai trouvé un super bouquin d'ailleurs, si ça vous intéresse. Alors je peux vous montrer peut-être... Donc ça, c'est les premiers essais dans la salle de bain, forcément. Dès qu'on touche aux effets spéciaux, c'est du temps d'essai, quoi. C'est du temps de... C'est comme un cuisinier, quoi. Il faut trouver la bonne recette de cuisine, le bon dosage, le bon... Donc ça prend du temps. Ça, c'est la version un peu plus évoluée avec la colonne. Trouver l'outil aussi qui permet d'envoyer suffisamment de pression, de faire le trou de la bonne dimension. Alors je vais vous montrer ce que ça donne pendant le spectacle, même si on ne le voit pas super bien. Voilà, la comédienne, elle se prend tout dans la figure. On le voit un peu mieux sur un autre... Là, on me voit faire les déplacements de décor.
toujours un peu compliqué de se rendre compte en vidéo, mais ça donne un peu une idée de l'ambiance. Donc c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de fabrication d'accessoires, mais il y a aussi des moments où c'est pas possible de tout fabriquer, donc il faut trouver des accessoires donc déjà existants. Il y a des choses qui existent parce que c'est la compagnie en l'occurrence, mais même ailleurs, mais les magasins de farce et attrape, les brocantes, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être trouvées, qui ont parfois juste un petit coup de patine à refaire. Donc là, il fallait faire un montage de plateau pour un banquet. Et donc on est parti de choses déjà existantes et puis on les a assemblées les uns avec les autres. Il y a, par exemple, la tête de cochon, là, c'est juste un masque en latex qui est un peu cheap. Et puis derrière, je suis venu remettre le repatiner, remettre du matirage pour le rendre, voilà, que ça ressemble plus à une tête de cochon rôti. Ça, c'est les organes, faux organes en latex. Donc on en arrive un peu à la dernière partie, qui est plus une sorte un peu de conclusion et d'ouverture sur. Donc ça, c'est les travaux que je faisais donc, quand j'étais aux Beaux-Arts, mais plus pour dire en fait que il y a une sorte d'obsession petit à petit, alors à la fois par le ZREP et puis par le travail que j'avais développé un peu personnellement, d'obsession autour du masque qui est apparue, donc qui est assez récente. Voilà, ça c'est un des derniers que j'ai fait, que j'ai commencé un peu à fabriquer, et voilà, pour dire que quand on n'est pas dans une pratique d'art, enfin, on n'est pas forcément artiste voilà, professionnel, qu'on est plus dans d'autres métiers où on n'a pas forcément, où c'est pas la pratique personnelle n'est pas la pratique première, mais en fait elle existe toujours, c'est-à-dire que le travail pro nourrit le travail perso nourrit le travail pro. Et donc voilà, c'était juste pour terminer un petit peu là-dessus. Je suis allé super vite, j'ai l'impression. J'ai oublié probablement plein de choses, mais bon, à la limite, si vous avez des questions, allez-y. Et puis sinon, je peux montrer des extraits des spectacles si jamais. Merci beaucoup. Non, juste, en fait, tu as commencé tout à l'heure et tu n'as pas fini en expliquant quand on est intermittent du spectacle, en fait, on cumule. Oui, alors c'est vrai que j'avais prévu d'en parler un peu, mais donc effectivement, l'intermittent du spectacle, donc c'est un statut qui est donc vraiment à tous les métiers du spectacle, donc ils vont de la télévision au cinéma, à l'opéra, au théâtre, à la danse, et donc il faut cumuler un certain nombre d'heures, en l'occurrence 507 heures, ce qui correspond à 3 mois et demi à peu près de boulot, ce qui peut paraître peu, mais en fait c'est pas toujours si simple que ça de les réaliser, notamment selon le poste qu'on a, selon les années, selon le secteur aussi, c'est-à-dire qu'il y a le secteur du cinéma, par exemple, ça peut être plus simple parce que quand il y a des tournages, des longs métrages, on peut bosser sur un bloc de 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est sûr que ça permet de un peu plus rapidement atteindre les heures. Si on est artiste, donc artiste-interprète, c'est-à-dire comédien, danseur ou musicien, c'est pas forcément non plus toujours très simple. Et voilà. Et donc en tant que moi technicien personnellement du théâtre, donc je suis un peu dans un cas particulier parce qu'en fait je suis à la fois intermittent du spectacle, notamment parce que je travaille beaucoup avec la compagnie du ZREP. Après ponctuellement, là par exemple je travaille en ce moment, c'est vraiment pour faire des heures, mais je travaille pour une chaîne YouTube où je fais des vidéos pour une espèce de unboxing pour enfants.
donc où je manipule des jouets pour des enfants. Et à côté de ça, comme j'ai travaillé, par exemple, quand j'ai travaillé avec le musée des arts et métiers, ou avec Jacques aussi, c'est des gens qui n'ont pas la licence d'entrepreneur du spectacle, puisqu'ils ne sont pas dans le spectacle vivant. Et donc là, par contre, moi, en sortant des Beaux-Arts, comme j'étais persuadé que j'allais être artiste, je me suis inscrit à la Maison des artistes. Donc, donc je déclare en facture. Donc j'ai un peu les deux casquettes. Voilà, donc il y a des avantages il y a quand même une précarité un peu moins grande quand on est intermittent du spectacle, parce que mine de rien, l'avantage c'est que une fois qu'on a fait ces 507 heures, donc on peut s'inscrire à Pôle emploi. Et on a, pendant 1 an, les jours où on ne travaille pas, on a des indemnités. Donc si je ne travaille pas 200 jours dans l'année, pour faire simple, je vais avoir 200 jours d'indemnité. Donc chaque mois, je dois me déclarer les heures que j'ai travaillées. Donc et je reçois en complément une indemnité. Après, il y a des calculs de franchise, de congés payés, tout ça. Mais en gros, c'est ça l'idée. Ce qui n'a pas le statut d'artiste-auteur, malheureusement. Où en général, c'est beaucoup plus précaire. Et même, on le voit d'ailleurs globalement dans les différentes personnes qu'on rencontre, en fait, des artistes qui sont seulement artistes, il n'y en a pas tant que ça, parce que finalement, il y a toujours besoin d'avoir une activité de complément pour avoir suffisamment de revenus, quoi. Et du coup, tu cumules aussi je ne sais pas comment on appelle ça, mais du coup, tu as accès à cette caisse qui s'appelle l'AFDAS, où tu as les formations, les fameuses formations dont tu parles. Donc c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel de se former régulièrement aussi. Surtout que, puis en plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'intermittents, et donc comme on cotise tous, il y a une grosse caisse, et en fait, par le boulot, par les gens qui n'ont pas forcément le temps ou quoi, il n'y a pas autant d'intermittents qui utilisent cet argent pour se former que de gens qui cotisent. Donc c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que, parce que moi, en fait, les 2 formations que j'ai faites, donc la première et la deuxième, c'est genre 8-10 000 euros, quoi. Donc clairement, c'est pas quelque chose que je peux me financer. Donc c'est un certain coût, mais par contre, c'est vrai que derrière, c'est une vraie plus-value, parce que ça permet du coup, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert un autre réseau et d'autres expériences. Et puis il y a certains métiers propres plus à la vidéo ou au son, ou à la régie générale ou à la régie lumière, par exemple, où là, les technologies évoluent tellement qu'ils sont obligés de se former pour se mettre à jour, parce que, par exemple, une des révolutions qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça dans les théâtres, c'est les projecteurs automatisés. En gros, on peut tout contrôler, les projecteurs à LED, ils peuvent tourner, on peut changer toutes les couleurs. Avant, c'était beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il y avait des projecteurs. Si on voulait changer de lumière, il fallait mettre un filtre rouge pour que ça soit rouge. Et puis si on voulait une lumière verte, il fallait doubler, quoi. Si on voulait le rouge et le vert, il fallait un projo avec la gélatine rouge, et puis un projo avec la gélatine verte. Donc il y avait d'autres contraintes, c'était plus lourd. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, avec les automatiques, on peut tout contrôler. C'est-à-dire qu'on peut contrôler l'angle, on peut contrôler la lumière, on peut contrôler la taille du cercle, l'emplacement. On peut le projeter à la fois ici, et puis l'instant d'après le projeter là. Et donc en termes de protocole et d'organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que si les régisseurs ne sont pas formés à ça, en fait c'est le bordel. Et pour l'avoir vécu sur un spectacle, c'est très vite le bordel. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord Thomas. Il y avait
Oui, j'avais juste une question quelque peu accessoire, si je peux me permettre de dire ça. C'est celle de, sur un plan technique, est-ce que tu as été confronté au son et aux contraintes que cela peut poser, notamment au niveau des accessoires qui peuvent être en mouvement, comme on l'a vu au niveau, par exemple, du sang, ou de changement de couleur, etc. Est-ce qu'on te demandait également de produire des sons ou de coordonner des sons avec la manipulation d'accessoires? Non, alors, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, pas particulièrement. Après, c'est plus sur des... par exemple, c'est plus sur des choses plus basiques, on va dire. C'est-à-dire que pendant les spectacles, quand il y a des changements de décor à faire, par exemple, ou une machine à fumer qui est très bruyante, c'est en accord avec le régisseur son de trouver un endroit qui fasse le moins de bruit possible ou de déplacer le décor pour trouver la manière de ou le faire le plus vite possible pour que ça soit le plus discret ou de trouver le bon moment pour que ce soit, voilà, donc de profiter à un moment donné où il y a beaucoup de musique pour le faire. Enfin, c'est plutôt des choses de cet ordre-là, dans le côté timing en fait, de la chorégraphie générale du spectacle, quoi. Non, je vais poser la question. Non, moi je trouve ça toujours intéressant qu'est-ce qui fait le passage entre l'école et le monde professionnel après. Donc là, en fait, tu as expliqué le côté performance et théâtre, c'est la rencontre avec les artistes invités aux Beaux-Arts, et cette rencontre t'amène après à travailler avec eux au théâtre, et ça fait le lien. Le stage avec Bertrand, je pensais que c'est pour ça que je posais la question à Delphine, si tu l'avais eu comme prof aussi à l'école ou si tu l'as rencontré. En fait, je l'ai eu en cours de périscolaire. J'étais inscrit un cours du soir en multimédia. Donc j'avais eu et en fait c'est pas le seul projet que j'ai fait avec lui. Je l'avais assisté déjà sur d'autres vidéos, Cherry, ou le vidéo avec le robot aussi. Donc on s'était, enfin voilà, on se. Et le lien que j'ai pas, c'est que quand tu travailles pour l'émission de télé, on n'est pas des cobayes. Ouais. Ça, c'est par l'école de Nantes ou t'as postulé avec un CV tout seul? Ça c'est en fait je devais faire un stage, comme à peu près dans toutes les écoles maintenant. Et donc j'ai regardé sur le magnifique site Profil Culture. Et donc j'avais vu passer l'annonce qui cherchait un stagiaire. Donc j'ai fait un premier stage en fait un mois et demi, je crois. Et après en fait comme ça s'était plutôt bien passé et qu'à ce moment-là j'avais pas grand chose j'avais pas trop d'autres plans. Donc j'ai refait un stage avec eux de 4 mois après Nantes. Et à l'issue du stage, quand le stage était fini, en fait, Bertrand, je sais plus comment exactement ça s'est passé, mais en gros, on était en contact avec Bertrand, puis il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de... En fait, c'est vrai que dans le parcours, c'est assez... Pardon. Comme tu avais tout en 3 parties, c'est pour avoir un peu la chronologie de comment les choses se sont tricotées. Ouais. Voilà. En fait, oui, j'ai peut-être pas redit, mais c'est vrai que du coup, il y a eu c'est pareil, le ZEREP, j'ai commencé avec eux en 2016, donc finalement, j'ai commencé avec eux assez tôt. Mais c'est vrai que je trouvais plus pratique de faire en 3 parties comme ça, qui étaient plus distinctes. C'était bien, je crois. Là où même si en fait tout est entremêlé, parce que voilà, la performance, si je fais la performance à Canal, c'est parce que j'ai commencé à travailler avec Sophie et Xavier avant, et si je me prends le mur, c'est pour ça aussi. Donc. Merci. Et du coup, quand tu as expliqué que tu t'es interrompu, tu as bossé 8 mois avec Bertrand là, pour le film, comment on gère ça parce que finalement de disparaître pour d'autres employeurs qui avaient l'habitude de bosser avec toi, ou notamment avec le ZEREP, comment tu as pu gérer En fait, j'ai pas eu besoin de trop le gérer parce que c'était au tout début.
C'était vraiment en sortant des Beaux-Arts. Et en fait, c'est un peu un coup de bol et en même temps, mais les choses se sont enchaînées assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai fait ce stage-là, mais sans avoir l'idée que j'allais travailler avec Bertrand. Et puis au moment à peu près, enfin au niveau du temps, ça concordait pas mal. Bertrand m'a dit, bah écoute, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet-là qui tombe. En gros, je vais avoir besoin de toi. D'ailleurs, même ça s'est cumulé un petit peu avec. En vrai, je dis ça, mais c'est vrai que sur la fin de Bertrand, j'avais commencé un peu le ZEREP. Donc il y a eu des petits moments où ça a été un peu chaud à gérer les deux. Mais une fois que j'ai terminé Bertrand, après j'ai commencé le ZEREP. Et puis l'avantage du ZEREP, c'est vrai qu'en même temps, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a les répétitions de. Il y a la répétition de là où j'étais plus présent au début. J'étais présent beaucoup plus tôt. Maintenant, j'arrive un peu plus tard parce qu'il y a un assistant qui assiste Sophie, donc qui est là plus en amont. Donc moi, comme j'interviens plus sur la fabrication d'accessoires et tout ça maintenant, donc j'arrive un peu après. Mais entre les répétitions, les projets vraiment de spectacle, les projets plus ponctuels, donc comme là par exemple en avril, on va avoir un gros projet au Palais de Tokyo, donc on va avoir tout l'étage 0 où il va falloir faire une grosse installation dans tout le lieu. J'en ai pas parlé, hein? Non. Parce que du coup, je sais plus. Donc on va faire un gros lieu, enfin une grosse install dans tout le lieu. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui prennent le temps. Parfois quand ils ont des performances qui tombent, donc finalement ça, je sais plus ce que je voulais dire, mais tout ça est assez étalé sur l'année, donc ça laisse quand même des trous entre chaque pour caler d'autres projets plus ou moins, quoi. Tu nous prends des stagiaires au Palais de Tokyo? En vrai, ouais. Des questions? Et du coup, je me demandais aussi, parce que à partir du moment où tu as commencé à travailler avec, à répondre à des commandes au final, où est-ce que tu trouves le temps perso, toi, de travailler sur tes projets? Est-ce que tu n'es pas frustré de ça? Alors ça c'est une très bonne question. Et c'est un truc auquel je pense on est tous, enfin en tout cas beaucoup de gens sont confrontés en sortant, c'est-à-dire qu'il faut trouver du boulot pour gagner de l'argent, quoi, grosso modo, et continuer et trouver l'équilibre entre ce temps-là et développer sa pratique, c'est pas hyper simple. Donc moi après j'ai un truc un peu particulier, c'est-à-dire que, enfin particulier, je sais pas, mais en tout cas, donc en sortant des Beaux-Arts, j'ai réussi plus ou moins à maintenir ce truc-là avec les performances que j'ai montrées jusqu'à celle de Bruxelles, où là il y a eu une vraie remise en question de ce que j'avais fait. Donc j'ai un peu mis ça de côté pendant pas mal de temps, et parce que j'ai eu besoin de maturer, donc, et en fait c'est récemment où j'ai eu une sorte de frustration, effectivement. Mais en fait le temps, si tu veux vraiment le faire, en fait tu le prends, mais ça t'oblige quand même à, faut t'organiser, mais en fait ça je sais pas comment donner un exemple concret, mais t'es un peu en train de courir, mais en fait soit tu fais des longues journées, soit il y a des périodes où effectivement tu travailles moins sur ce truc-là, ou tu travailles différemment, c'est-à-dire que par exemple quand on va travailler, tu essayes d'organiser ton travail pour les différents types du travail, c'est-à-dire que quand par exemple on est en tournée, où c'est pas forcément facile de fabriquer des choses, bah, du coup tu vas lire, tu vas écrire, tu vas faire des choses que tu peux plus facilement faire quand tu es dans une chambre d'hôtel.
Et puis quand tu as plus de temps, tu peux te permettre d'être plus à l'atelier ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que l'équilibre, il n'est pas facile, et surtout les premières années. Après, c'est des choix que tu fais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si ça devient trop... Je pense que c'est... Il y a un moment où tu essayes de mener les deux de front, puis il y a un moment où tu te dis, bon, ben, je tente le pari de telle direction, enfin, en tout cas, quand c'est dans le cadre de ta démarche perso, où tu sens qu'il y a un truc qui s'ouvre, et tu vas dans cette direction-là. Et moi, en l'occurrence, j'ai pris l'autre chemin, pour l'instant, qui est plutôt de partir dans l'idée de fabrication pour les autres. Même si j'y reviens un peu maintenant, mais ça reste anecdotique pour l'instant, quoi. Ok, merci beaucoup. J'avais une autre question, si c'est bon. Ok. Et je voulais savoir, du coup, tu as parlé de ces formations-là, les deux, que tu as fait en 2 mois. Ouais. Et chaque formation coûte à peu près entre 8 et 10 000 euros. 2 mois de formation. Ouais, mais en fait, c'est parce que tu es dans une... En fait, à partir du moment où tu rentres dans la formation professionnelle, en fait, quand tu veux te faire une formation, tu payes le vrai coût. C'est-à-dire que là, la formation que tu fais ici, en fait, ce qu'on peut retrouver dans les écoles privées ou ce genre de choses, elles ont un coût, entre guillemets, mais ce qu'on ne paye pas. Et là, par contre, en fait, quand tu rentres, parce que là, en fait, c'est de la formation professionnelle, donc tu rentres dans un autre processus. Et donc, il faut... Alors après, l'avantage du CFPTS, qui est vraiment un centre de formation assez magique à partir du moment, où on touche, voilà, au métier de la déco, de la lumière, de la vidéo, adapté au spectacle. Mais c'est assez génial parce que c'est vraiment... faut payer les formateurs, nous en l'occurrence, il faut payer les matériaux, même faut payer les outils de travail, les régies, les trucs comme ça. Du coup, c'est par quel biais que tu t'es fait subventionner ça ? Du coup, c'est l'AFDAS, c'est l'organisme de formation. Et pour être subventionné par l'AFDAS, il faut être intermittent du spectacle ? Alors, ouais, là en l'occurrence, l'AFDAS, elle s'occupe des intermittents du spectacle. Je sais qu'il y a un aspect artiste-auteur, mais après, je ne sais pas. Mais par exemple, je sais que pour les intermittents du spectacle, il faut que il y a quand même des conditions. Ils considèrent qu'il faut que tu aies cotisé. Je crois que c'est pas beaucoup, mais c'est pas 507. Tu n'as pas besoin d'être intermittent, mais il faut que tu aies déjà quand même quelques cachets. Et après, en gros, ils te font une espèce de lettre de motif. Tu fais une sorte de dossier avec une lettre de motif qui montre un peu l'intérêt, mais voilà. En fait, la plupart des gens qui sont à la Maison des Artistes, je fais une petite annonce, bonjour. La plupart des gens qui sont à la Maison des Artistes ne le savent pas, mais on a aussi des droits à la formation, qui sont des formations beaucoup plus petites et moins chères, mais plus faciles à obtenir. Franchement, je ne me rappelle plus du nombre d'argent qu'on doit cotiser chaque année sur les impôts, mais ce n'est pas énorme. Voilà, et par l'AFDAS ou par autre chose ? Parce que l'AFDAS, je sais qu'ils le font. Non, je pense que c'est via Pôle emploi. Moi, j'en avais fait une. Oui. Mais là, l'AFDAS aussi. Ouais, en fait, tu as les deux. Ouais. Mais c'est pas les mêmes ampleurs de formation, c'est sûr, mais en fait, il y a plein de gens à la Maison des Artistes qui ne le savent pas et qu'on peut faire ça aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de... Parce que même en sortant sur des choses qui vous seront peut-être utiles... Alors c'est pareil, j'en ai pas trop parlé, j'ai un peu oublié d'en parler, mais dans tout ce que j'ai raconté sur la question de la fabrication et tout ça, il y a quelque chose que j'ai dû apprendre un peu sur le tas et qui n'est pas toujours super simple, c'est-à-dire comment évaluer le temps que les choses vont nous prendre à fabriquer, le coût des matériaux, réaliser de bons devis, et puis savoir se vendre, c'est-à-dire combien on vaut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Si on n'est pas capable de le faire, est-ce qu'on doit, à qui on peut confier ce travail-là, et comment évaluer ce travail, par exemple sur le travail avec Jacques sur la compagnie de danse là. Bon, je me suis complètement loupé vu que c'était le plus gros projet, je me suis complètement loupé sur le temps de travail que j'avais à effectuer. Et donc là, les journées sont un peu plus longues puisque le délai ne peut pas être méga rallongé. Donc c'est vrai que ça, je sais que par exemple, il y a des formations par des différentes associations comme ça. C'est des choses assez concrètes et qui n'ont pas forcément besoin d'être très longues, mais qui permettent par contre derrière
ou même sur la question de sa déclaration de, je ne sais pas s'il y a des cours ici, mais la déclaration de ses droits, enfin de la facturation, comment on fait, les droits d'auteur, réussir à mieux, comment se vendre, enfin des choses assez pragmatiques, mais qui sont utiles quand on déboule dans le vrai monde. Tu as des droits d'auteur justement sur tes objets? Non. Ça appartient à la compagnie. Ouais, alors parce que en l'occurrence avec, en fait avec pour Jacques par exemple, en fait c'est lui qui a les droits, parce que c'est lui l'artiste. Moi j'interviens plus en tant que constructeur. Oui, voilà, c'est ça. Et après pour le ZEREP, en fait, souvent je suis en intermittence. Donc la question ne se pose pas trop. Bonjour. Moi, je voulais savoir, du coup, maintenant, ta pratique des masques, par exemple, et des costumes, tu l'actives comment? Parce que tu as fait des performances. Et maintenant, du coup, ta pratique personnelle, elle est peut-être moins présente. Ouais, tu sais comment tu les actives ou pas? Pour l'instant, je ne les active pas. En fait, pendant très longtemps, j'étais plutôt dans l'idée d'acquérir. Enfin, je me concentrais plutôt sur les techniques, comment fabriquer les choses. Donc, ce que je continue toujours un peu, mais voilà, comment manipuler les matériaux, et apprendre à coudre, voilà. Mais alors parce que en fait, non, mais parce que c'est des choses qui m'intéressaient, puis par rapport au métier d'accessoire. Et c'est vrai que la question des masques, en fait, j'ai hésité un peu à en parler parce que c'est tellement récent. Pour l'instant, j'ai emmagasiné une collection de photos de choses que je croise sur Internet, où je me pose les questions, alors qui sont plus issues des carnavals, des rites. Ce que je veux dire, c'est des choses qui prennent beaucoup de place, en stockage par exemple. Non, pour l'instant, non, parce que en fait, pour l'instant, la pratique, elle est pas. Et puis en fait, il y a un truc très concret, c'est que en fait, j'ai pas les moyens de le stocker, donc il y a un truc où faut travailler avec les moyens les moyens dont tu disposes. Donc c'est vrai que vu que j'ai un petit atelier, un petit espace qui est déjà bien rempli, pour l'instant, je peux pas les stocker. Et du coup, tu les détruis après? Tu fais quoi avec? Non, je travaille en petit. Voilà, en ce moment, je fais plutôt des petits accessoires, des nez, des choses comme ça. Donc tu as un atelier maintenant? Oui, j'ai un atelier. Alors ça, c'est vrai que la question des ateliers, alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en région parisienne, c'est pas toujours très simple, puisque tout le monde est ravi quand il y a des lieux avec des artistes et des ateliers, mais par contre les lieux sont de plus en plus détruits ou réhabilités pour en faire autre chose. Donc c'est vrai que le modèle global qui est en train de se faire, c'est des enchaînements de bail précaires. Donc on est dans un lieu pendant 1 an ou parfois 6 mois, puis c'est renouvelé, puis selon la durée des travaux, ça tient 6 mois, 1 an, 2 ans, pour réussir à avoir des loyers qui ne soient pas exorbitants, parce qu'il faut se permettre de pouvoir sortir 500, 600 ou 700 euros pour un loyer d'atelier. Donc moi, j'ai eu pendant 4-5 ans, là, j'étais dans un atelier, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'étais dans un espace qui était dans des anciens studios d'AP Production, où j'avais un petit espace dont on va se faire virer bientôt, et donc il a fallu chercher, et j'ai fini par trouver un espace pas très loin de chez moi, un peu plus grand en plus, et pour le même prix. D'autres questions? Non? Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Merci.